Ok. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Stefano Iannucci, je suis un doctorant chez l'INSIA, ça c'est l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine. Je fais un doctorat sur la fatigue mentale et ces concepts, il est lié avec la motivation. Et du coup, aujourd'hui, on fait un cours sur ces deux concepts psychologiques en fait. On démarre avec la motivation et on termine avec la fatigue. Donc, ça, c'est un plan de cours sur la motivation. On va commencer avec une définition scientifique de la motivation. On va définir aussi ce que la motivation n'est pas, bien sûr. On va discuter sur pourquoi l'étude de la motivation est importante. Et puis, on verra des idées, des concepts qui sont très importants dans la définition de dans la motivation. Des concepts psychologiques comme les renforcements, l'impuissance apprise, l'homéostasie, et puis on verra un peu l'histoire des différentes théories modernes sur la motivation, les révolutions, et les différents types de motivation, c'est-à-dire la motivation interne et la motivation externe, et puis la catégorisation principale entre les différents théories de la motivation, c'est-à-dire les théories du contenu et les théories du processus. Et enfin, on va voir une partie du cours qui est dédiée à la neurobiologie de la motivation et du renforcement. Donc, on démarre en définant qu'est-ce que c'est la motivation. Donc, on peut définir la motivation comme un système d'éléments qui active et dirige les comportements. En fait, c'est la force qui dirige notre comportement. Cette force, la motivation, elle est influencée par notre besoin et les désirs, et surtout, on verra les récompenses et les punitions, qui sont un type de récompense négative, la punition. Donc, la motivation, elle est toujours orientée vers son but, et elle peut être d'origine interne ou externe. Donc, ça dépend de la nature de la récompense qui influe sur la motivation. Donc, qu'est-ce que c'est que la motivation n'est pas? Bon, la motivation, comme souvent dans les champs de la psychologie, c'est un concept qui n'est pas directement mesurable ou observable. On n'a pas des indicateurs, des mesures de la motivation qui sont objectives. On a des mesures qui sont indirectes pour ce type de concept. La motivation n'est pas la même chose que la satisfaction. Bien sûr, la satisfaction, c'est quelque chose qui souvent arrive après la motivation, si on arrive à avoir la récompense. La motivation n'est pas toujours consciente et ça va en lien avec les dernières qui est que la motivation n'est pas contrôlable. Parce que si elle était contrôlable, et toujours consciente, on ne serait jamais démotivé. Et on sait que même pour des comportements qui sont très, très nécessaires ou attractifs, je ne sais pas, comme étudier pour un gros course, souvent on n'arrive pas à contrôler notre motivation pour nous motiver à déclencher le comportement nécessaire. Donc, ça sont les 4 choses qu'on peut dire sûrement que la motivation n'est pas. Pourquoi est-elle importante? Donc, on vient de dire, il n'y a pas un comportement sans la motivation, qu'elle soit euh, consciente ou moins. Donc, la motivation, l'étude de la motivation nous aide à déterminer quelle est l'interaction entre les expériences passées et les comportements présents dans l'individu. Du coup, presque un gros partie de ce que c'est les comportements des personnes, des individus. Donc, c'est pour ça qu'on on dit que la motivation, l'étude de la motivation est très important, surtout quand on travaille dans des champs où il faut motiver les gens, comme dans la kinésithérapie, par exemple. Et donc, on peut dire qu'un comportement qu'on a appris, il ne se produira pas que s'il est motivé.
Et ici, on commence à voir un premier concept qui est très important dans la motivation, qui est le concept de la récompense. Donc, la récompense, c'est une gratification qu'on reçoit, pas forcément des parties des autres, mais quand même, c'est une récompense qu'on reçoit euh, après un comportement. Et du coup, oui, c'est le résultat d'un comportement qui est gratifiant. Et ça, c'est la même chose. Ça vaut aussi dans le cas de la motivation négative, c'est-à-dire quand un comportement est motivé pour éviter quelques conséquences négatives, comme pour éviter une punition. Éviter la punition, c'est lui-même, c'est un résultat gratifiant. Donc, nous utilisons la nature de la récompense, comme interne et externe, par exemple, pour catégoriser la motivation quand on essaye de modéliser en façon scientifique un concept si vague comme la motivation. Donc, la nature de la récompense nous aide dans ces tâches. Et du coup, je trouve qu'on peut dire que la motivation, elle commence elle-même par la récompense. Et donc, là, on va explorer un peu ces concepts des récompenses et les renforcements. Donc, dans la psychologie, ça c'est un des premiers concepts qu'on étudie en psychologie, en fait, les renforcements, c'est-à-dire c'est des manipulations qu'on fait, même pas des manipulations, ce sont des phénomènes qui augmentent la probabilité de quelques réponses. Et du coup, si vous voyez les comportements comme on peut voir les comportements comme une réponse, et donc quelque chose qui augmente la probabilité d'un comportement, on peut voir que ça c'est en parallèle avec la motivation. Et donc souvent, on étudie ça en psychologie, on mentionne le travail séminaire par Pavlov au début du XXe siècle avec les chiens. Donc peut-être que vous avez entendu déjà les travaux de Pavlov. En fait, c'était à la fin du 19e siècle. Et Pavlov, il a fait des expériences très, très intéressantes, fondamentales dans la psychologie, où il était intéressé par le fait qu'on pouvait, enregistrer, on va dire, les comportements des chiens face à la présentation d'un stimulus gratifiant. Du coup, dans ces cas-là, de la nourriture. Vous voyez, il a mesuré la réaction des chiens à la présentation de la nourriture. Et il a vu que simplement présenter de la nourriture à des chiens, ça portait les chiens à avoir des réponses, des comportements physiologiques dans ces cas-là, comme par exemple la salivation augmentée. Et du coup, dans son travaux, ce qu'il a fait, c'était de coupler la présentation de la nourriture au chien avec un autre stimulus, donc comme par exemple un sifflet. Et du coup, il a démontré dans son travail que on peut coupler la réponse, donc un comportement qui vient depuis une récompense. Donc, je vais être plus simple en suivant l'image. On a un comportement, une réponse, la salivation, qui est causée par la nourriture. Par contre, on a un sifflet, et si on siffle à un chien, on ne va pas avoir de la salivation normalement. Ce que Pavlov a démontré, c'est que si on fait une association entre la nourriture et les sifflets, c'est-à-dire quand on présente les chiens avec la nourriture et on siffle en même temps, après un certain nombre de répétitions, eh ben, on va voir la réponse, du coup la salivation, seulement qui est associée avec les sifflets. Donc, ces processus d'association entre un stimulus et une récompense pour lier un comportement avec un stimulus
externes, comme les sifflets, ça, on l'appelle les renforcements. Et tous ces processus, en fait, il est central dans la motivation. Donc, ici, il y a un autre exemple un peu plus visuel, un peu plus sympa, mais c'est toujours le même concept, parce que là, on a des pigeons qui ont appris, toujours à travers de la nourriture, parce que pour entraîner les animaux, on utilise ça, parce que c'est plutôt la motivation externe avec les animaux. Mais quand même, dans ces vidéos, il y a des pigeons qui sont en train de jouer à foot entre eux. Et ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont appris que quand un des deux fait un but, en fait, quand il arrive à faire un but, il va recevoir de la nourriture. Et du coup, on peut dire que à travers du renforcement, de la récompense, ces pigeons, ils ont appris un comportement, jouer au foot, qui ne fait pas du tout partie de leur répertoire des comportements. Mais ils ont appris et ils sont motivés à faire ça seulement en fonction de la récompense qu'ils ont appris à associer avec ces comportements. The two pigeons are at either end of a small ping-pong table. One pigeon pecks the ball as it comes toward him and knocks it toward the other pigeon. Other pigeon pecks the ball back across the table. If it goes past one pigeon, the other pigeon can eat, and if it goes the other way, the other pigeon eats. So that there is it's a real game. The pigeon is reinforced for a cross-court shot if that is what gets the ball past his opponent. Et voilà. Et donc, si on veut généraliser, on peut voir un peu en abstract comme tous les comportements qu'on apprend, enfin, ils sont motivés, ils sont liés de quelque façon avec une récompense. Et du coup, déjà, les différents types qu'il existe de renforcement peuvent nous aider à catégoriser les différents types de comportements qu'on apprend ou de comportements qu'on est motivé à faire. Et donc, il y a l'exemple classique, c'est les renforcements positifs. Donc, comme dans les cas de la nourriture et du sifflet des chiens des Pavlov. Donc, on a la nourriture qui est un renforcement positif parce que les chiens, ils aiment la nourriture et on ajoute à ces stimulus-là, on ajoute un autre stimulus comme les sifflets. Donc, après, il y a les renforcements négatifs. Les noms, ils peuvent être un peu contre-intuitifs, mais ce que veut dire, c'est d'enlever quelque chose de négatif. Et là, j'ai un exemple, comme par exemple un gamin, un enfant qui range jamais sa chambre et sa mère, tous les jours, toutes les semaines, lui fait sa gueule, elle lui dit range ta chambre tous les jours. Et éventuellement, si l'enfant range sa chambre, eh bon, sa mère, elle va arrêter de lui engueuler pour faire ça. Et du coup, peut-être qu'il va apprendre, peut-être qu'il faudra plus de répétitions de tout ça, mais peut-être qu'éventuellement, il va apprendre que s'il range sa chambre, il ne va pas avoir ces stimulus négatifs, sa mère qui l'engueule. Et du coup, là, on a un renforcement parce qu'il augmente son comportement de ranger la chambre, mais c'est juste pour éviter la punition, on va dire. Mais en fait, non, parce que la punition, ça c'est le troisième type, c'est d'ajouter quelque chose de négatif. Du coup, c'est un peu l'envers, c'est quand tu fais un comportement qui est négatif, qu'on ne veut pas que tu répètes, et ça, donc beaucoup de crimes, par exemple, on a la prison, on a des punitions importantes qui ont le but de te faire associer l'effet d'être allé à la prison et du coup de passer un mauvais moment avec ton comportement qu'on veut que tu arrêtes. Par contre, l'extinction, ça c'est le dernier type, c'est supprimer les renforcements pour diminuer un comportement. Là, l'exemple plus vite, plus bête qu'on peut dire, c'est dans le cas, par exemple, des chiens, des Pavlov, ça serait
une fois qu'ils ont appris à associer les sifflets avec la nourriture, ça serait de lui présenter beaucoup de fois les sifflets sans nourriture. Et donc là, il va apprendre que les sifflets n'est plus associé avec la nourriture. Il va extinguer, donc c'est pour ça qu'on a l'extinction, il va extinguer son comportement, sa réponse au sifflet. Une autre idée qui est centrale dans la compréhension de la motivation comme concept général, c'est l'idée du renforcement intermittent. En fait, nous, toujours dans notre vie, on n'a pas, on n'a pas la récompense immédiate. Souvent, ce n'est pas ça le cas. On n'a pas la récompense immédiate pour notre action, nos actions, pardon. Et du coup, c'est très important cette idée que c'est le rythme du renforcement. Du coup, comment souvent un type de comportement, il reçoit la récompense parce que ces types d'associations, c'est ce qui prédit la persistance d'un comportement. Et du coup, on sait que l'expérience passée va influer sur les efforts qu'on est disposé à faire. Et donc, c'est ça qui peut nous aider à persister dans des circonstances négatives. Donc, si quelqu'un essaye d'obtenir quelques récompenses, peut-être qu'il va se trouver en face à des échecs. Et bien, sa capacité de résister à cet échec, elle est directement proportionnelle, je veux dire, à comment il est habitué, à la fréquence avec laquelle il est habitué à recevoir des récompenses. Ça nous amène à, à des autres expériences faites avec les chiens, cette fois-là par Seligman, qui était beaucoup moins gentil avec les chiens par rapport à Pavlov, où il a fait des expériences qu'après on a appelé sur l'impuissance apprise. Donc, c'est-à-dire quoi? L'impuissance apprise, c'est dire qu'on apprend qu'on ne peut pas échapper à un événement négatif. Donc, dans ce cas-là, ce que Seligman faisait, c'était d'avoir des chiens dans une chambre avec une petite barrière au milieu. Et bien, il donnait des petits chocs électriques à ces chiens. Et il avait deux groupes de chiens. Donc, un chien, quand il recevait cet choc électrique, il ne pouvait pas échapper. Il était bloqué. Il ne pouvait pas franchir la barrière. Et du coup, même s'il enlevait cette bloc, du coup, s'il était libre de franchir la barrière, les chiens, il avait appris que c'était inutile, qu'il ne pouvait pas bouger, et du coup, il avait appris à accepter la douleur. Par contre, des chiens qui n'étaient pas renforcés comme ça, tout de suite, quand il recevait les chocs électriques, il franchissait la barrière, parce qu'il apprenait à éviter la douleur. Et donc, c'est ça, c'est apprendre qu'on ne peut pas échapper, c'est apprendre qu'on ne peut pas, c'est apprendre que ces actions n'ont pas un effet sur l'environnement. Et donc, c'est-à-dire, c'est l'absence de la motivation. Et quelles sont les conséquences de cette impuissance apprise? Bon, comme je dis, ça diminue, voire ça annule la motivation, les niveaux de motivation. Quelqu'un qui apprend que ses actions ne vont pas influer sur son présent, sur son environnement, bon, il ne va pas s'efforcer à réussir, il ne va pas être motivé. Et il faut voir si, quand on apprend ces genres d'événements négatifs, s'ils s'appliquent seulement à des conditions qui sont similaires à ceux où s'est développé l'apprentissage, ou sinon, si on généralise, on dit non, moi je sais que n'importe quoi que je fais ne va pas avoir un effet sur n'importe quel domaine ou seulement sur les domaines où j'ai appris ça. Donc, jusqu'ici, on a vu quels sont les concepts des renforcements et des récompenses et les caractéristiques de la récompense, comme la balance,
donc récompenses, les renforcements positifs, négatifs, l'extinction, et la temporalité, c'est-à-dire les rythmes de la récompense, sont à la base d'un comportement qui est dirigé vers un but. Et ça, on a dit, c'est la définition des motivations. Là, on va voir comment ces mécanismes peuvent influencer nos actions. Donc, quand on parle de motivation, souvent, la motivation la plus facile à décrire, c'est la motivation des besoins fondamentaux. Ils sont quoi ces besoins fondamentaux? Bon, ils sont respirer, manger, boire, la température, tout ça. Ça qu'on définit comme des besoins fondamentaux. Lié avec cette idée, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre des paramètres internes du corps. Donc, comme par exemple l'énergie. Quand notre énergie elle est faible, on a faim et on mange quelque chose. Et c'est pareil pour tous ces mécanismes des besoins fondamentaux. En fait, on peut comparer un peu l'homéostasie avec un thermostat. On peut dire que c'est le thermostat de l'organisme parce que il y a comme des niveaux de référence pour la température, pour l'énergie, pour tout ça. Et au moment qu'un de ces paramètres va dessous d'un niveau prédéterminé, et bon, il va avoir une réaction dans l'agent, dans l'individu, qui lui amène à réacquérir l'équilibre. Et du coup, depuis ces concepts, il vient un des plus anciennes théories sur la motivation, qui est la théorie de la réduction du drive. Les drives, c'est un état de tension qui est causé par ces besoins physiologiques. Et du coup, on peut définir, par exemple, dans les domaines de la nourriture, les drives, c'est la faim, on peut dire. Non? Et du coup, réduire cette drive, ça, c'est un renforcement. Et c'est ça qui nous motive. Donc, ça s'applique bien aux besoins physiologiques, mais on ne peut pas généraliser ces types de théories sur des autres comportements un peu plus évoluer ou voire différents, comme par exemple écouter de la musique, ça réduit quel type de drive, ou encore faire du bungee jumping, c'est tout l'envers, parce qu'on est en train de se mettre dans un état de tension et quand même les gens ils sont motivés à le faire. Donc, il manque une pièce du puzzle là. Et ça nous amène à la naissance des théories modernes sur la motivation. Cette naissance, on l'a décrit traditionnellement comme survenue dans cette usine, dans la photo, où des chercheurs étaient employés pour faire une investigation sur la productivité des travailleurs, bien sûr. Donc, avant cette recherche, la science de la motivation était très, très, très focalisée sur des types de récompenses externes. Donc, voir des prix, plus d'argent, des choses comme ça. C'était seulement focalisé sur ça. Après cette investigation, ils ont trouvé, les chercheurs, en fait, incroyablement, aujourd'hui, ça ne nous sonne pas incroyable, en fait, mais ils ont découvert que la compréhension des besoins personnels et sociaux des travailleurs était aussi importante que les prix externes. Et donc là, ça nous amène à une distinction fondamentale qu'il y a dans l'étude de la motivation, c'est-à-dire qu'on peut définir deux catégories principaux des motivations, qui sont la motivation externe, donc ce qu'on fait pour des contingences visibles, des prix externes, comme on vient de dire, donc la récompense elle est externe, et voire une motivation interne, où la récompense vient de soi-même, et c'est, on peut dire, tout ce que les gens font sans incitation extérieure. Alors, ça, en fait, on les appelle motivation intrinsèque et extrinsèque, mais interne et externe, ça va, c'est la même idée. Donc, la motivation interne, elle est derrière des besoins d'autonomie,
donc d'être indépendante, des maîtrises, donc d'être capable de faire ce qu'on fait et d'objectifs, d'atteindre ses objectifs. Et on verra, elle est liée avec des processus de créativité, de flexibilité et de spontanéité. Par contre, la motivation externe, elle réfléchit les besoins plus immédiats. Donc, euh, on va dire, un besoin immédiat, ça peut être l'argent, par exemple. Comme on verra, ces types de motivateurs externes, ils sont capables d'influencer des processus un peu plus automatiques de concentration. Et donc, ça, c'est les problèmes de la bougie, où un scientifique demande aux participantes de allumer la bougie et faire de façon que la cire n'écoule pas sur la table. Ça, c'est la solution au problème de la bougie, où il faudrait vider la boîte à tâches et utiliser cela comme pour appuyer la bougie dedans. Donc, Glucksberg, il a donné ces types de problèmes à deux groupes séparés des participants. Au premier groupe, il a dit qu'il était en train d'établir quels sont les temps moyens pour résoudre ces types de problèmes. Et au deuxième groupe, il a dit qu'il allait récompenser, avec de l'argent, bien sûr, qui étaient les gens les plus rapides à résoudre ces types de problèmes-là. Eh bien, en constatant que le deuxième groupe est plus vite du premier, on a trouvé les contraires. C'est-à-dire, c'était les groupes motivés internement, du coup, le groupe à qui on a dit qu'on était en train d'établir les temps moyens, qui a résolu les problèmes avec un 20% de vitesse en moyenne plus courte, plus vite que le deuxième groupe. Par contre, quand Glucksberg a présenté les mêmes problèmes, mais en mettant les tâches dehors de la boîte, dans ces cas-là, il a trouvé que c'était les deuxièmes groupes, et du coup, c'est lui qui sont récompensés avec de l'argent, qui étaient beaucoup plus vite que les premiers. Et donc, ces types de dissociation qu'il a trouvé dans ses expériences nous permet de voir presque clairement comment les deux types de motivation, voire la motivation extérieure et la motivation intérieure, peuvent influencer les comportements selon les caractéristiques de celui. C'est-à-dire, quand il y a un ensemble de règles simples et la destination est claire, donc comme ces cas-là, les tâches sont déjà dehors de la boîte. Du coup, il faut simplement mettre la bougie dans la boîte et mettre les tâches comme ça. Alors là, la motivation extérieure, les prix d'argent, ça a motivé les gens à être beaucoup plus vite. Par contre, quand il y a besoin de créativité et de flexibilité, comme ces cas-là, eh bien, c'est plutôt la récompense interne qui a marché, et par contre, la récompense externe, elle a été détrimentale pour le but de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment une découverte solide qui, on répète, si on répète l'expérience, on va trouver le même type de résultats. Et il y a des autres exemples similaires à celui. Donc, dans les expériences de l'EPER, il y avait 3 groupes, cette fois des enfants, qui aiment dessiner, comme la plupart des enfants. Et donc, ces enfants, ils passaient la pause entre les cours et ils avaient beaucoup de différentes options en comment passer la pause entre les cours. Ils ont choisi les enfants qui normalement choisissent de passer la pause en dessinant, en faisant des dessins. Et ils ont choisi ces enfants et ils ont divisé ces enfants en 3 groupes à qui ils ont demandé de dessiner. Et ils ont dit que indépendant en fonction du groupe, ils ont dit différentes choses. Donc, à un groupe, ils ont dit, vous faites des dessins pour nous et on vous récompense pour ça. On vous donne des prix. Ce n'est pas avec l'argent parce que c'est des enfants, mais quand même. Par contre, les deuxièmes groupes,
recevoir la même récompense du premier groupe, mais sans le savoir avant de dessiner. Et le troisième groupe, c'était un groupe contrôle qui ne recevait aucun type de récompense pour dessiner. Et donc, ils ont trouvé bien quoi. Ils ont trouvé que, après qu'ils ont fait cette expérience, ils ont enregistré la quantité de temps que les enfants sont allés à passer à dessiner pendant la pause. Donc, comme je dis, avant de l'expérience, ces enfants, ils aimaient dessiner pendant la pause. Donc, ils ont fait l'expérience, ils ont divisé dans les 3 groupes. Et après, ils ont enregistré combien de temps ils passaient à dessiner. Et ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé que les gens à qui ils avaient donné une récompense, ils ont dit, si vous faites ces dessins pour nous, on va vous récompenser. Eh bien, ils passaient, donc ces premiers groupes à gauche, ils passaient après l'expérience beaucoup moins de temps libre à dessiner. On peut dire qu'ils avaient un peu perdu l'amour pour ce type de comportement, en fonction du fait que c'était euh, récompensé externement. Tandis qu'ils aimaient beaucoup dessiner avant, parce que ça, c'était la condition pour être choisi pour l'expérience. Par contre, il y avait, donc on voit aussi, il y a une grosse différence avec les troisièmes groupes, que c'est la barre au milieu. Donc ça, c'est toujours les temps libres passés à dessiner. Du coup, et on peut voir que le groupe qui a passé plus de temps, donc qui a été, si vous voulez, plus renforcé par l'expérience, c'est le groupe qui a été récompensé pour dessiner, mais sans le savoir avant. Et donc, c'est le groupe qui a été motivé internement à dessiner et puis a reçu un prix extérieur comme une surprise. Et donc, ça, c'est des exemples pour réfléchir un peu sur la nature différente que les récompenses et la motivation peuvent avoir. Donc, jusqu'ici, on a vu que la motivation, c'est un comportement dirigé vers son but. Et le but, non, pardon. Et les comportements même, il agit comme une récompense. Obtenir ce qu'on veut de comportement, ça, c'est une récompense. On a vu quelles sont les valences des renforcements et des récompenses. Donc, on a vu les renforcements et les récompenses positives, négatives, la punition et l'extinction. On a parlé de l'effet de la temporalité des récompenses et le phénomène de l'impuissance apprise. On a vu la naissance des théories modernes sur la motivation et on a parlé de la catégorisation principale de la motivation, c'est-à-dire interne et externe, et on a vu quelques exemples des expériences qui versent sur les thèmes. Là, on va passer à la partie un peu plus théorique de cette cours. Donc, on divise les théories de la motivation en 2 groupes principaux, c'est-à-dire les théories du contenu, qui se concentrent sur quoi nous motive. Et les théories du contenu disent que tous les individus partagent un ensemble similaire des besoins humains, donc, si on veut, des besoins fondamentaux, et nous sommes motivés à les satisfaire. Par contre, les théories du processus, ils se concentrent sur comment on est motivé. Et ils disent que même si la plupart des gens ont des besoins similaires, l'importance de ces besoins est tout à fait subjective. Donc, c'est nous-mêmes comme personnes qui donnons de l'importance aux différents besoins, même s'ils sont partagés entre nous. Donc, on verra un peu. Un des principales théories du contenu, c'est la hiérarchie des besoins de Maslow. Donc ça, c'est très connu, peut-être que vous en avez entendu parler. On la mentionne comme la pyramide de Maslow, même si Maslow, il n'a jamais parlé d'une pyramide, mais c'est vrai que vu qu'il a un ordre hiérarchique, c'est beaucoup plus facile à représenter comme ça, comme une pyramide. Donc, il met à la base, il met les besoins fondamentaux qu'on a vus tout à l'heure, comme la nourriture, et puis, dès qu'on commence à aller en haut dans la pyramide, il y a des besoins un peu plus abstraits. Donc, c'est
les besoins fondamentaux à la base et les besoins plus abstracts au-dessus. Et il dit que plus un besoin insatisfait est en bas dans la hiérarchie, plus il devient les besoins fondamentaux vers qui l'individu est motivé à changer sa situation, on va dire, à dérouler des comportements pour obtenir ce de qu'il a besoin. Et donc, on commence avec les besoins physiologiques à la base, comme j'ai dit. On peut identifier un peu comme les besoins fondamentaux. Puis, il y a des besoins de sécurité. Et donc, c'est par exemple avoir un travail, être en bonne santé. Puis, il y a des besoins d'appartenance, c'est-à-dire avoir des amis, la famille, l'intimité. Et puis, il y a, presque au dernier niveau, il y a les besoins d'estime, c'est-à-dire de la confidence, avoir respect pour soi-même et pour les autres. Et ressentir qu'on est arrivé à un but, on est arrivé à un niveau bon de confiance en soi, qu'on apprécie soi-même, on va dire. Et au dernier niveau, il y a une chose beaucoup abstracte, presque religieuse, qu'il a mis, que c'est la réalisation de soi. Donc, c'est vraiment une sorte de nirvana, on peut dire. Donc, ça, c'est la théorie de Maslow. Par contre, la théorie des besoins appris de McClelland met l'accent sur la création ou le développement des besoins, en fait. Il dit que les besoins changent d'une personne à l'autre, mais il y en a un type de besoin, on va dire, qui est dominant parmi ces trois. Et ces trois besoins dominants sont soit, ça, ils sont en compétition. Donc, il y a, dans chaque individu, il va y avoir un de ces trois qui est dominant. Donc, ça peut être les besoins de pouvoir et du coup d'influencer les autres. Il y a des gens, bien sûr, qui sont motivés. C'est pas une chose négative, mais il y a des gens qui sont motivés et pour voir comment leurs actions peuvent influencer sur les autres. Et ça, c'est un des besoins fondamentaux de McClelland qu'il décrit comme les besoins de pouvoir. Par contre, il y a des autres gens qui sont motivés par les besoins d'affiliation, donc d'être part d'une famille, d'un réseau d'amitié, des relations, et du coup d'être reconnu comme quelqu'un de valable à l'interne de ce réseau. Et en dernier, il y a les besoins de réalisation, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnalités qui sont motivées par démontrer aux autres qu'on est capable de faire ce qu'on a choisi comme domaine dans la vie et montrer ses compétences, en fait, et voir ses compétences comme reconnues par les autres en raison de la grande habilité qu'on a dans son domaine. Donc, on peut identifier comme un problème dans les théories du contenu ce qu'il y a trop de variabilité sur ce que c'est exactement un besoin humain. Donc, on est d'accord sur les besoins fondamentaux, bien sûr, on en a discuté, mais après ça, ça devient compliqué d'identifier quelque chose comme un besoin partagé par tout le monde. Comme par exemple, je viens de nommer des pouvoirs et des affiliations, ça va marcher pour certains types de personnalités, mais pas pour... on ne peut pas dire que c'est un besoin partagé par tous les êtres humains. Par contre, les théories du processus se concentrent sur les différences cognitives qu'il y a entre les individus. Donc, là, il y a la théorie des attentes des Vroom. Vroom nous dit que les personnes essayent de prévoir les futurs. Et c'est assez mathématique. Dans l'idée, c'est mathématique. Il dit qu'on est toujours en train de calculer quel est le futur et de calculer quelle est la valeur de la récompense de quelques comportements et surtout quelle est la probabilité d'obtenir cette récompense. Parce que si la probabilité elle est nulle, on ne va pas, même si on adore, on aime beaucoup la potentielle récompense, si on n'a pas de probabilité de l'obtenir, on ne va pas être motivé à faire les comportements, bien sûr. Et il dit que c'est ça,
C'est la croyance que les comportements nous amener au résultat. Ça, c'est ce qu'il appelle la motivation. Donc, c'est vraiment ces calculs entre ces différents attributs qu'il appelle expectation, balance et instrumentalité qui nous donnent la motivation. Donc, l'expectation, c'est les degrés de confiance que investir de l'effort va donner à l'individu ce qu'il veut. La balance, par contre, c'est jusqu'à quel point l'individu il apprécie la potentielle récompense. Et l'instrumentalité, c'est les liens entre les deux. Parce que c'est si je déroule bien ces comportements, donc c'est la probabilité d'obtenir la récompense. Parce que c'est exactement ça. Et donc, euh, ces trois valeurs ensemble, c'est qui nous donne la motivation. C'est important à noter qu'il suffit qu'un de ces trois soit zéro, vu que c'est une multiplication, et si un de ces trois c'est un zéro, ainsi la motivation elle sera nulle. Oui, oui, exactement. Donc, l'expectation, c'est la capacité de faire l'action nécessaire. La valence, c'est la valeur subjective de cette récompense. Et l'instrumentalité, c'est la probabilité que l'effort donnera accès à la récompense. Puis, il y a la théorie des fixations des objectifs de Locke, qui est la théorie un peu la plus flexible. Locke nous dit que l'engagement vers des objectifs, Locke nous dit que la motivation, ça consiste dans l'engagement vers des objectifs précis et stimulants. Et c'est important cette théorie parce qu'il a essayé de décrire quelles sont les caractéristiques optimales des objectifs pour motiver les gens. Donc, les premiers, c'est la spécificité, c'est-à-dire qu'un objectif, il doit être facile à comprendre, simple à comprendre, il doit être précis le plus possible, du coup sans ambiguïté. Il doit être défini dans le temps et dans l'espace, donc les plus précis possible. Puis, un autre attribut des objectifs, c'est la difficulté. Un objectif, il ne doit pas être ni trop faible, ni trop élevé, parce que si c'est trop faible, les gens ne vont pas être motivés à engager dans les comportements. Et si c'est trop difficile, c'est la même chose. On sent que c'est impossible. Et la récompense doit être adéquate au niveau de la difficulté. En dernier, il y a l'acceptation comme attribut des objectifs, c'est-à-dire qu'un objectif pour motiver les gens, il doit avoir une totale implication, il doit être accepté par celui qui doit être motivé. Donc, comme j'ai dit, c'est important ça parce que ça nous amène à définir un peu quelles sont les caractéristiques fondamentaux des objectifs pour motiver les gens dans différents domaines. Et du coup, là, on peut dire que pour établir des objectifs efficaces, ils devraient être ambitieux mais réalisables, précis et mesurables pour donner les feedbacks. Oui, donner un feedback, c'est là. Et obtenir l'engagement de l'agent, de l'individu. Donc, les conclusions théoriques sont que la motivation humaine, comme la majorité des phénomènes psychologiques, est toujours subjective. Peu probable qu'une seule théorie va fonctionner pour tout le monde. Mais il faut considérer quel est l'individu, quelle est son histoire et qu'est-ce qui lui motive, enfin. Là, on va brièvement parler de la neurobiologie de la motivation. Donc, la motivation, comme on a vu, c'est un sujet très, très grand. Et les neurosciences, donc le cerveau, c'est un domaine assez compliqué. Du coup, ce qu'on essaie de faire, même dans la manipulation expérimentale, c'est de réduire un concept si vaste comme la motivation, par exemple, on les réduit. Et là, on parlera du système des récompenses, parce que comme on a vu, la récompense, elle est centrale pour la motivation. Et la récompense, c'est une variable plus facilement identifiable et manipulable dans des contextes expérimentaux.
Et donc, c'est ça dont on se concentre pour la neurobiologie de la motivation. Mais il faut toujours garder à l'esprit, bien sûr, qu'il n'y a pas un région cérébrale qui travaille tout seul en isolation du reste du cerveau. C'est tout connecté et donc il ne faut jamais s'oublier de ça. Donc, dans les systèmes de récompense dans les cerveaux, essentiellement, c'est les circuits dopaminergiques, c'est-à-dire tout l'ensemble de groupes neuronaux qui marchent à travers d'un neurotransmetteur, la dopamine. Donc, ces circuits dopaminergiques, c'est un des voies les plus anciens du point de vue de l'évolution, bien sûr, ensemble avec ceux des émotions, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Ces circuits qui travaillent avec ces neurotransmetteurs, ils contrôlent les réponses aux récompenses. Il y a bien sûr beaucoup plus de fonctions que seulement cela, parce que, évidemment, on n'a pas qu'un neurotransmetteur pour chacun de notre fonctions mentales, sinon ça serait facile. Mais on sait que l'activation du circuit dopaminergique, du coup la diffusion de la dopamine, il augmente la probabilité de répéter un geste. Et du coup, si on a dit que la motivation, c'est ça qui nous amène à dérouler des comportements, on voit comme ils sont en étroit lien. Donc, la dopamine, elle est libérée dans l'espace synaptique avant de recevoir une récompense. Donc, quand on est en train de juste les moments avant de recevoir la récompense. Et cette libération de la dopamine dans le système dopaminergique, il augmente l'attention de l'individu et la mémorisation de ce qui a amené à la récompense. Et bien sûr, les réactions à la libération des dopamines varient d'une personne à l'autre, mais le mécanisme général, c'est celui. Les altérations de ces circuits provoquent, entre autres, la dépression, l'apathie et l'anédonie. On peut voir ces trois conditions, ils ont en commun l'absence de comportement, on veut dire, la passivité. Et aussi, les altérations de ces circuits sont liées avec l'abus de drogue. Un exemple très connu, on va dire, c'est les comportements de la cocaïne, c'est exactement ça dans les cerveaux. Il inhibe la reprise de la dopamine, c'est-à-dire qu'il augmente la concentration de dopamine dans la fente synaptique. Et c'est pour ça que l'abus de cocaïne, c'est quelque chose qui est très... comment dire, ça porte à la dépendance, non? Parce que c'est la récompense même. C'est exactement le mécanisme de la récompense, mais à travers d'un drogue. Et là, il y a une expérience intéressante faite par Salomon avec des rats. Donc, les rats, ils devaient arriver, il était dans des labyrinthes comme celui. Donc, ça, on appelle un labyrinthe T, parce que c'est la forme d'un T. Donc, il y a une voie qui termine à la fin de la voie, soit ils vont à gauche, soit ils vont à droite. Et donc, il a fait des expériences avec les rats en mettant à la fin de cette voie des quantités différentes de nourriture. Et puis, il a manipulé les niveaux de dopamine des rats. Il a trouvé que quand les rats il avait une diminution de la dopamine, les rats, ils n'étaient pas motivés de franchir la barrière à gauche et arriver où il y avait plus de nourriture. Et par contre, ils se contentaient d'aller de prendre la voie facile et d'avoir moins de nourriture. Par contre, chez les rats où il a augmenté les niveaux de dopamine dans les cerveaux, ces rats, il était motivé à franchir la barrière et arriver à prendre plus de récompenses. Et donc là, on a une relation quasiment casuale entre la dopamine
et la motivation. Et ça, on l'a fait aussi chez l'homme, où similairement, on peut manipuler les niveaux de la dopamine, pas directement, mais à travers des précurseurs, et donc avec l'amphétamine dans ces cas-là. Et les fonctionnements, c'était similaire, c'est-à-dire il y avait une tâche où il y avait deux niveaux des difficultés, avec deux types de récompenses différents. Donc, la version de la tâche la plus facile avait moins de récompenses et la version plus compliquée, elle avait plus de récompenses. Ils ont trouvé similairement que quand les gens ils avaient plus de dopamine dans leur système, ils avaient plus de motivation à s'engager dans la tâche difficile et de fatiguer, on va dire. Et, par contre, quand ils avaient moins de dopamine, ils ne faisaient pas ça. Et donc, c'est en répétition de la tâche qu'on vient de montrer avec les rats chez l'homme. En conclusion, on peut dire que on a appris que la motivation, c'est ce qui affecte la nature, la force et la persistance d'un comportement. On a vu que le concept de renforcement est fondamental et ses caractéristiques, c'est-à-dire la valence et la temporalité, nous aident à prévoir les niveaux de motivation des gens et à la catégoriser, c'est-à-dire il y a la motivation interne, qui est les plaisirs ou l'intérêt personnel, les besoins d'autonomie, de maîtrise et d'objectifs. La motivation interne favorise la créativité, la flexibilité et la spontanéité. Par contre, la motivation externe, elle a le but d'obtenir les récompenses externes. Ils sont des besoins contingents, favorisent la concentration et la productivité dans des contextes bien définis, avec des objectifs clairs, mais peut avoir des effets négatifs sur la motivation interne, comme on a vu dans l'expérience des enfants. L'établissement d'objectifs est une méthode assez transversale pour motiver les personnes. Donc, ça, un but aussi de votre domaine d'études. Les caractéristiques pour les objectifs efficaces, c'est qu'ils ne doivent pas être trop faciles ou trop difficiles. Ils doivent être précis et mesurables. Ça, c'est pour donner un feedback. Hein. Il faut mesurer la progression de quelqu'un dans les comportements qu'on est en train de motiver. Et bien sûr, il faut obtenir l'engagement d'atteindre l'objectif proposé. Ça sera tout pour la motivation. On peut faire une pause avant de passer à la fatigue. Merci.